Alors, nous allons commencer, je pense, maintenant. D'autres personnes vont continuer à se connecter. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Nous vous remercions de vous être inscrits aujourd'hui pour suivre ce webinaire qui porte sur les mesures à appliquer et le rôle du référent Covid en entreprise. Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, les entreprises doivent adapter leur fonctionnement et réorganiser leur travail, notamment en fonction des recommandations et des obligations sanitaires communiquées par le gouvernement, et nous aurons de nouvelles communications dans la soirée. Pour les y aider, elles peuvent compter donc sur le référent Covid, qui est un interlocuteur privilégié aussi bien de l'entreprise, des salariés, que des membres du comité social et économique. C'est pourquoi nous vous proposons d'assister à cette conférence pour faire le point et évoquer ces questions. 9 services de santé au travail de la région Île-de-France ont décidé d'organiser cette conférence collectivement. Vous voyez à l'écran leur logo. Pour ma part, donc, Bruno Perdieu, je suis coordinateur projet et développement pour la Fédération des services de santé au travail Île-de-France. Nous avons nos conférenciers que vous voyez, Madame Mélodie Frère-Kerzero, qui est ingénieure hygiène, sécurité, environnement pour le service de santé au travail de la MITIF, Monsieur Bruno Mencier, responsable hygiène, sécurité, environnement pour le service Horizon Santé au travail. Pour répondre en ligne à vos questions, vous voyez les noms qui sont affichés, donc différents services de la fédération ont collaboré. Et nous aurons aussi Madame Céline Roux, déléguée générale santé au travail de la fédération, et moi-même qui pourront répondre à vos questions. Donc avant de commencer, pour poser vos questions en ligne, vous voyez à l'écran, vous pouvez cliquer sur le bouton Q et R. Une fenêtre de dialogue va s'ouvrir ensuite. Vous inscrivez votre question et vous cliquez sur « Envoyer ». Elle parvient à notre équipe en backup ainsi qu'à Madame Roux et moi-même. Je vais donc laisser la parole maintenant à nos conférenciers et pour commencer, à Madame Kerzero. À plus tard. Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. Juste pour reprendre un petit peu les différentes étapes, nous allons parler du rôle et des missions du référent Covid-19 en entreprise. On va faire un petit point sur le risque de contamination lié à la Covid-19, une grosse partie sur la prévention du risque en entreprise et les différents moyens de prévention qui doivent être mis en œuvre, les différentes conduites à tenir en cas de suspicion et de contamination effective, et un tout petit point sur organiser une action de dépistage en entreprise. Donc, on sait qu'en cette période de crise sanitaire, ça a fait beaucoup de bouleversements dans les entreprises. Donc, la priorité, c'est de pouvoir poursuivre l'activité tout en adaptant et en protégeant la santé de leurs salariés. Donc, on sait que beaucoup de mesures bouleversent considérablement les habitudes en entreprise, que ce soit sur le plan technique, organisationnel ou humain. Qu'il faut avoir de nouvelles formes d'organisation avec effectivement le télétravail qui doit être mis en place autant que possible, le fait de mettre en place des horaires décalés pour limiter les flux, la distanciation sociale, des nouveaux réflexes à mettre en place au quotidien avec les gestes barrières, le port du masque et ainsi de suite. Donc, il est nécessaire d'accompagner les salariés et les équipes. On sait que le contexte est fluctuant. Il y a eu depuis mars beaucoup de protocoles nationaux avec des évolutions. Donc voilà, il faut être très vigilant à l'évolution de la situation. Peut-être que ce soir, il y aura également des nouveautés. Donc voilà, attention à ce contexte qui est un peu fluctuant. Juste pour commencer, on va vous envoyer un petit sondage pour savoir si vous avez mis ou pas en place un référent Covid-19 dans votre entreprise.
Donc, je vais laisser Céline voilà, mettre en place le sondage. N'hésitez pas à y répondre, ça nous permet de voir un petit peu où vous en êtes dans vos entreprises. On va attendre juste quelques petites secondes. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a des résultats ou on attend encore un petit peu? Alors, on attend encore quelques minutes, le temps qu'on ait un maximum de retours sur la question. Voilà, je crois que Céline clôture. Ok, donc vous êtes quand même une grosse majorité, 80% à avoir mis en place un référent Covid-19 dans vos entreprises, donc c'est très bien. On va rappeler donc du coup par la suite les différentes missions qui sont confiées à ce référent. Alors on a perdu le diaporama, Céline. Ouais. Excusez-nous pour le petit incident technique. Hop, super. Donc, pour la désignation du référent Covid-19, alors il faut savoir que toutes les entreprises, quel que soit l'effectif, doivent nommer ce référent. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez le faire dès maintenant. Alors, dans les petites structures, en général, un seul référent est suffisant et adapté. Ça peut être le dirigeant, le salarié qui est déjà désigné compétent en matière de sécurité, de santé et de sécurité dans l'entreprise, ou un autre salarié qui veut bien remplir cette fonction. Pour, par contre, les entreprises qui disposent de plusieurs sites ou qui ont des gros effectifs, ça peut être intéressant de nommer plusieurs référents Covid-19 en fonction de si vous avez des sites qui est par exemple un référent sur chaque site, ou si c'est un seul site mais avec plusieurs unités, plusieurs bâtiments, d'adapter un petit peu en fonction de votre organisation pour que les salariés puissent identifier les personnes s'ils ont des questions, etc., qu'ils puissent identifier le relais donc du référent Covid. L'employeur doit formaliser un petit peu les missions qui sont confiées au référent. Donc, ça peut être via une fiche de poste, une lettre de mission, une note d'information qui rappelle un petit peu les missions qui sont confiées à cette personne qui fait référent Covid-19. Il faut aussi s'assurer que cette personne ait suffisamment d'informations, de connaissances pour réaliser ses missions. On ne confie pas cette mission à quelqu'un qui n'a pas le temps ou qui n'a pas toutes les informations nécessaires. On sait que le contexte, comme je disais tout à l'heure, un peu fluctuant, nécessite d'avoir un petit peu de temps dédié pour cette tâche, puisqu'il faut se mettre à jour régulièrement avec les différents protocoles, les différentes réglementations qui peuvent changer. Et bien sûr, en tant qu'employeur, il faut communiquer à l'ensemble des salariés l'identité du ou des référents Covid-19 et les missions qui lui sont confiées. Alors, la mise en place de ce référent, bien sûr, ne modifie pas du tout les règles de responsabilité des employeurs en matière d'hygiène et sécurité. Hein, c'est comme pour le document unique ou pour toute autre action de sécurité. L'employeur reste responsable, mais peut s'aider de quelqu'un qui a cette casquette-là. Je vais prendre la parole. Merci. Tout d'abord, merci de participer à cette conférence. On va parler maintenant du rôle et de la mission du référent Covid. Comme vous l'avez pu constater dans les derniers protocoles sanitaires du gouvernement, l'obligation de mettre en place un référent Covid, comme disait ma collègue, et notamment le rôle important et surtout ses missions. Ces missions qui risquent d'impacter son activité professionnelle. C'est pour ça qu'il y a l'importance de lui laisser du temps. Voilà. Alors, son rôle, c'est comme dans le document unique, c'est d'identifier les situations à risque dans l'entreprise. Ça, c'est quelque chose de très, très important puisque depuis mars, comme vous l'avez pu constater, des changements sont à apporter
en particulier sur l'organisation du travail, sur les risques associés au SARS-CoV-2. Son objectif, c'est de proposer des mesures de prévention collective. Ça peut être l'aération organisationnelle, les signalétiques, le balisage, les obligations du port du masque. Un point important, c'est il a un rôle aussi de jouer avec l'employeur et les salariés sur le choix des équipements de protection individuelle, en particulier les masques respiratoires, chirurgicales, et puis FFP2 et masques tissu. Un rôle important, c'est l'organisation. Il a un rôle d'organisation, de définir, de coordonner des mesures à mettre en œuvre. Et il a un rôle aussi de faire respecter. Alors, le mot faire respecter, c'est de s'assurer que les équipements de protection collective ou individuelle sont mis en œuvre, ils sont bien mis en place et actés. Comme tout employeur, eh bien, il a un rôle de participer à la mise à jour de l'évaluation des risques professionnels avec les instances représentatives du personnel en fonction des étapes, des choses à prendre en compte. On a toujours tendance à oublier, c'est la partie pré-confinement, ce que vous avez mis en œuvre avant de partir en confinement, pendant le confinement et lors du déconfinement. 3 étapes que nous, on préconise en termes de services de santé au travail et les moyens de prévention que vous avez mis en œuvre dans votre évaluation des risques. On va s'assurer aussi du respect des protocoles, des mesures et des protocoles établis. On peut se baser sur les protocoles du gouvernement qui sont régulièrement mis à jour. Et puis prendre en compte aussi sur la partie désinfection, nettoyage et la prise des salariés qui auraient des symptômes évocateurs de la COVID-19. Le rôle du référent, c'est d'assister, d'accompagner un salarié qui déclencherait des symptômes évocateurs dans les locaux. Et son rôle vraiment important lorsque les mesures préventives sont mises en œuvre dans l'établissement, c'est d'être l'interlocuteur privilégié de l'employeur, aussi bien des membres du CSE, des salariés et en particulier aussi des partenaires extérieurs, les services de santé et du travail au sujet de la Covid. Et puis son rôle en dernier recours, c'est de se tenir informé des évolutions réglementaires sur le site du gouvernement, le protocole national, les évolutions en termes de nettoyage, désinfection, les produits utilisés, les équipements mis en œuvre, etc. Alors, pour assurer ces missions, le référent, comme disait ma collègue, il doit avoir quelques connaissances, des compétences aussi nécessaires à maîtriser les mesures mises en place dans l'entreprise. L'élaboration du document unique, sa mise à jour ou sa création pour ceux qui n'ont pas de document. Alors les 6 sont à votre disposition pour vous accompagner dans ce sens-là. On vous expliquera ultérieurement. Protocole sanitaire, c'est quelque chose d'important qu'on doit associer dans le document d'évaluation des risques professionnels en y associant les gestes barrières, l'organisation, les flux, les balisages, etc. Un point important qu'on doit prendre en compte, ou que le référent doit prendre en compte, c'est en cas d'apparition de signes évocateurs, la gestion entre guillemets de signes, comment je vais gérer la personne atteinte ou susceptible d'être impactée par le SARS-CoV-2. Et puis quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est les protocoles de désinfection et de nettoyage, de bien intégrer vos entreprises extérieures, de les intégrer aussi dans votre document d'évaluation des risques et de mettre à jour vos plans de prévention et d'organiser des réunions et des visites communes sur les protocoles de désinfection. Un point important, toutes les informations sont disponibles et sont utiles sur certaines actualités veille sanitaire, sur les sites du gouvernement, branches professionnelles, et aussi sur les sites de services de santé au travail. Les médecins du travail, son équipe pluridisciplinaire sont à votre disposition pour vous apporter toutes les informations complémentaires. Comme il est indiqué ci-dessous, on reste à votre entière disposition pour l'accompagnement, surtout sur les 4 titres qui sont proposés au-dessus, documents, protocoles et conduite à tenir, et surtout la partie désinfection. Je repasse la main à Mélodie. Alors, pour le risque de contamination lié à la Covid-19, on va être assez rapide, mais c'est juste pour faire un petit rappel sur ce risque-là. Alors, la transmission du virus, donc le coronavirus, qu'on appelle SRAS-CoV-2 en 2019, donc c'est le syndrome respiratoire aigu sévère. C'est responsable de maladies donc respiratoires qui peut être parfois grave chez l'homme.
Ça peut aller d'une simple rhinite à des formes respiratoires graves et maintenant à des gens qui sont porteurs mais asymptomatiques, donc qui ne développent pas forcément de symptômes. Ce virus se transmet de plusieurs façons, notamment lorsque nous parlons ou quand nous toussons via les gouttelettes qui peuvent être dans l'atmosphère. Quand on pose sa main sur une surface contaminée, tout ce qui est poignée de porte, interrupteur, matériel partagé, et lorsqu'on met du coup après ses mains sur son visage. Donc le virus pénètre via les yeux, le nez et la bouche. Pour l'identification des situations à risque, donc, il faudra bien évidemment évaluer le risque biologique ou risque lié à un agent infectieux. Il s'agit du risque d'infection, d'allergie, d'intoxication lié à la présence d'agents pathogènes sur les lieux de travail ou à l'occasion du travail. Donc la Covid-19 fait partie de ces risques-là. Et alors, il y a différents cas de figure au cours desquels les salariés peuvent être exposés à ces conditions de transmission du virus. Donc, c'est ce que je vous disais précédemment, du contact avec du matériel susceptible d'être partagé et ou des surfaces pouvant être affectées. Ça va être notamment le cas si vous n'avez pas de bureau dédié, que vous partagez vos claviers, souris. Ça peut être quand vous travaillez sur des machines en 2.8 ou en 3.8 et que du coup, c'est les mêmes machines pour plusieurs personnes. Ça peut être aussi le cas pour du contact avec d'autres personnes, puisqu'il y a des personnes qui peuvent être asymptomatiques et porteurs ou présentant des symptômes évocateurs à moins d'1 mètre sans masque et avec une durée d'environ 15 minutes pour donner un niveau, une échelle de temps. Attention aussi à ne pas oublier les différentes situations particulières que vous pouvez avoir dans vos sociétés, parce qu'on pense souvent à vos salariés qui sont sur site, mais il peut y avoir aussi des particuliers sur des travailleurs détachés, tout ce qui est intervention de vos prestataires dans vos locaux, des trajets qui peuvent être faits soit en covoiturage, soit notamment les entreprises de BTP où il y a des trajets dans des camionnettes à plusieurs systématiquement en début, en fin de journée. Tout ce qui est moments conviviaux qui doivent être suspendus et les moments où vous enlevez le plus souvent le masque, c'est les prises de repas. Donc, point de vigilance sur ces cas-là. Alors maintenant, on va parler de la prévention du risque. Quelque chose de très très important dans le cadre de cette pandémie et du rôle du référent Covid. On rappelle un petit peu l'application des principes généraux de prévention. C'est l'article 4121.2 du Code du travail. Donc, j'insiste un petit peu sur la prévention du risque. C'est une obligation, quoi qu'il en soit. Juste pour revenir un petit peu sur la slide d'avant, si c'est possible. Non. Voilà. Les 9 principes généraux, je voudrais juste faire un aparté sur, tout le monde connaît, c'est une obligation, on doit éviter les risques, évaluer les risques, combattre les risques. Mais dans le cadre de cette pandémie, on va tenir compte de l'évolution technique et on va adapter la prévention aux évolutions techniques et organisationnelles. 2 points importants, hormis l'évaluation des risques professionnels, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux. On verra ultérieurement pour la prévention dans le risque des entreprises sous-traitantes de nettoyage et de désinfection. Bien entendu, on va adapter le travail aux salariés, on va planifier la prévention en prenant des mesures de protection collective et individuelle et on va donner des instructions appropriées, notamment sur les informations d'information. Ces points pour les entreprises sont à intégrer dans votre document des risques professionnels. La prévention du risque, un petit préambule, l'organisation du travail dans le dernier protocole, bon, ça risque peut-être de changer à partir de ce soir, mais à l'instant T, le télétravail reste la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent, dans l'objectif de diluer l'influence de croisement, la densité du personnel. Vous prenez connaissance, pour ceux qui n'ont pas encore pris connaissance sur les protocoles du gouvernement, et on va identifier les postes éligibles au télétravail ainsi que les postes dont la présence sur site est indispensable. Le présentiel ou le distanciel, c'est l'employeur dans son évaluation des risques qui permettra d'identifier les postes éligibles. Pour les postes qui ne sont pas éligibles au télétravail, quelque chose de très important, c'est qu'on va organiser un lissage, comme dit ma collègue, sur des horaires de départ et d'arrivée afin de limiter l'affluence aux heures de pointe, ce qui est très important pour éviter la transmission.
Un point, on doit informer les salariés de l'existence de l'application Tous Anti-Covid. Voilà, on vous préconise de télécharger cette application dont l'intérêt est de son activation pendant les horaires de travail, d'avoir un repère sur des cas contacts, etc. On va privilégier les réunions comme on le fait aujourd'hui, en visioconférence ou en audio. Ça constitue la règle de façon à limiter et à augmenter la distanciation, ce qui est logique. Et on va privilégier le présentiel à l'exception. Alors, un point important, les moments de convivialité en présentiel sont suspendus pour le moment, dans le respect des jauges maximales à ne pas dépasser, dans le respect aussi des gestes barrières. Obligation du port du masque, c'est quelque chose de très très important, comme disait ma collègue. Il ne substitue pas aux gestes barrières, c'est quelque chose de très très important. C'est tout un ensemble qui va fonctionner. Le port du masque est la priorité numéro 1. Il est impératif de le faire respecter à une distanciation physique aujourd'hui d'au moins 1 mètre entre chaque individu, même avec port du masque. C'est vraiment très très important. Dans les lieux collectifs, on va respecter des jauges, donc l'employeur avec le référent Covid calcule les jauges maximales à ne pas dépasser en fonction des protocoles existants, dernière mise à jour en vigueur. Aujourd'hui, on reste sur une surface d'au moins 4 mètres carrés par personne hors mobilier. Ça, c'est très très important de prendre le calcul et de bien référencer vos jauges dans vos installations. Alors, la prévention du risque, toujours dans l'organisation du travail, lorsque le télétravail n'est pas possible, eh bien, comme on le disait tout à l'heure, on va mettre en place des horaires et rotations. Pour ceux qui travaillent en 5-8, 3-8, etc., bon, c'est figé, on peut pas se substituer, mais pour poste à la journée, etc., on va réfléchir pour avoir des roulements, plus de fluidité, de façon à limiter la distanciation. On va aménager et réduire les horaires de travail, comme on disait tout à l'heure, éviter les croisements d'équipes, rassemblement en nombre et permettre le nettoyage de locaux. Les horaires d'embauche et de débauche, ça c'est très très important. Les vestiaires aussi à prendre en compte, salle de pause, vestiaire, on vous l'expliquera tout à l'heure. Et puis ce qu'on est en train de mettre en place aussi, c'est un retour d'expérience en production sur des rotations d'équipes avec des relèves un peu plus tardives, des reprises un peu plus tardives pour éviter les contacts. Un point important, c'est bien d'organiser les pauses par secteur et en décalé afin de limiter. L'objectif, c'est de limiter, de fluidifier le passage dans les couloirs, le croisement, etc. Ça, c'est vraiment très, très important dans la prévention du risque SARS-CoV-2 et de s'assurer d'avoir intégré toutes ces données dans votre document d'évaluation des risques. Alors, par rapport à la distanciation physique, donc faites bien attention à ce que dans toutes les zones d'accès, donc que ce soit couloir, bureau, zone de pause, à ce que la jauge maximale ne soit pas dépassée. Donc, à bien respecter cette jauge. Dans les zones d'accueil, donc on conseille de bien préparer des marquages au sol pour matérialiser les différentes distances en déterminant les flux entrants et sortants avec des signalétiques adéquates pour que chacun trouve bien le sens de circulation, par exemple. Installer des plexiglas, bien sûr, en complément du port du masque pour les postes en contact avec du public. Essayer de retirer tout ce qui est objet de type magazine des salles d'attente ou voilà, des petites choses qui peuvent être sujets à des contacts. Respecter bien la jauge maximale. Donc, c'est ce que je vous disais, salle de pause, salle de réunion, salle d'attente, ascenseur, tout ce qui peut nécessiter un regroupement de salariés ou de personnes extérieures qui viendraient chez vous. En l'absence de pointe d'eau, bien mettre à disposition des solutions hydroalcooliques. Donc, on conseille toujours, si vous avez un point d'eau avec de l'eau et du savon, de privilégier cette méthode pour l'hygiène des mains. Et si ce n'est pas possible, de mettre à disposition du coup des solutions hydroalcooliques. Dans les bureaux. Alors, si tout le monde est en bureau individuel, c'est super. Ce n'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises. Donc, autant que possible, essayez de privilégier les bureaux individuels ou d'alterner parfois les jours de présence. Si vous êtes 2, 3, essayez de ne pas être dans le même bureau en même temps.
Utiliser éventuellement un bureau sur 2 ou éloigner les postes de travail s'ils sont trop proches et que vous avez l'espace pour le faire. Essayer de travailler aussi dos à dos plutôt qu'en face à face. Installer un plexiglas toujours en complément du port du masque si les postes de travail sont très, très rapprochés. Et bien sûr, éviter le partage de matériel type stylo, téléphone, souris, clavier d'ordinateur. Si malheureusement, il y a des choses qui sont partagées parce qu'il n'y a pas le choix, faites bien attention à le désinfecter après chaque usage. Pour la prise des repas, donc c'est souvent la situation où le masque est retiré. Donc point de vigilance sur cette partie-là. Il faut bien veiller au respect d'une superficie d'au moins 4 mètres carrés par personne dans les espaces collectifs. Essayer de privilégier au maximum les repas pris individuellement ou en plus petits groupes possible. Ça va avec ce que disait Bruno tout à l'heure, d'essayer de faire par équipe ou de limiter autant que possible et de fluidifier l'organisation du travail. Utiliser au maximum ses propres couverts ou sa vaisselle ou des couverts jetables. Et chaque personne, bien sûr, fait sa vaisselle. Respecter les distanciations physiques dans les réfectoires avec l'alternance des horaires, un siège sur 2, éviter le face-à-face, le marquage au sol dans les selfs. Déconseiller l'utilisation d'un réfrigérateur commun. Alors ça, c'est pareil, c'est pour éviter les zones de contact entre les salariés. Si possible, utiliser des sacs isothermes individuels avec des blocs réfrigérants, par exemple. Il est possible aussi d'utiliser des machines à café communes ou des fontaines à eau des distributeurs en respectant bien sûr un protocole de désinfection bien défini, donc pas d'attroupement devant, respect de l'hygiène des mains, désinfection des poids de contact. Mettre en œuvre une procédure de désinfection et de nettoyage régulier, tout ce qui est potentiellement contact, donc table, chaise, robinet, poignée, interrupteur, avec un produit virucide normé. Donc, on vous a remis la norme qui est conseillée, donc la NFEN 14476 A2. Voilà. Point de vigilance aussi sur les vestiaires et les douches, on en a parlé tout à l'heure. Donc, il faut organiser des roulements avec des heures de passage pour éviter que tout le monde se retrouve au vestiaire ou dans les douches au même moment. Et toujours bien faire attention à la procédure de désinfection régulière et du nettoyage. Donc, les douches, les sanitaires, les poignées, les bancs, voilà, tout ce qui peut être en contact. Pour les autres situations, donc il faut bien identifier aussi toutes les situations pouvant exposer vos salariés et réfléchir aux moyens de faire respecter ces mesures barrières. Alors là, on a énuméré beaucoup de choses, mais chaque entreprise est différente. On est conscient qu'il y a des adaptations qui sont propres à chaque société. Donc, essayez-vous de bien identifier toutes les situations qui pourraient exposer vos salariés. Attention aussi à bien faire en présentiel uniquement les réunions indispensables. Quand il y a du travail en binôme qui est automatique, je sais que nous, on a eu le cas sur les apprentis, par exemple. Etc. Donc, faites attention à ces points-là. Informer et former sur l'utilisation du port du masque. Le masque est un équipement de protection individuelle comme plein d'autres choses, les chaussures de sécurité, les gants. Donc, bien former aussi l'ensemble des salariés à cet équipement de protection individuelle qui est parfois nouveau puisqu'il y a des postes de travail où ils n'ont pas de protection individuelle de base. Et là, maintenant, il y en a. Donc, bien informer et former sur le pourquoi le port est important et son rôle. Au niveau des contacts clientèle et fournisseurs, si c'est le cas dans votre entreprise, il faut s'assurer que le respect des mesures de distanciation physique soit appliqué. Il faut organiser les flux de circulation des clients et des fournisseurs. Donc, bien rappeler dès l'entrée de votre établissement les règles de distanciation, rappeler les mesures de protection individuelle, donc l'obligation du port du masque, les protections plexiglas, le port de visière si besoin, afficher les recommandations sur les gestes barrières et le port du masque obligatoire via les affiches sur le site du gouvernement, mettre en place un flux de circulation dans les locaux, entrées-sorties différentes quand cela est possible, gérer les files d'attente avec un marquage au sol pour être sûr que les gens respectent bien les règles de distanciation, éventuellement un accès sur rendez-vous, un système d'appel par numéro, donc tout ce qui peut permettre de gérer un petit peu les flux. Mettre à disposition des solutions hydroalcooliques près des entrées pour que chaque personne qui rentre dans votre société puisse se désinfecter tout de suite les mains. Afficher les règles d'utilisation de matériel lorsqu'il est partagé.
et prévoir la remise et la signature de documents, par exemple de transport, sans contact entre les personnes. Donc, essayer de dématérialiser tout ce qui est possible. Lorsque ce n'est pas possible, je sais qu'il y a des sociétés qui ont mis en place les documents qui doivent être remis sont sous pochette plastique pour que la personne puisse du coup nettoyer avec une lingette désinfectante la pochette plastique avant de la remettre à quelqu'un. Voilà, donc c'est des petites choses qui peuvent être faites pour essayer d'avoir le moins de contacts possible. Pour les interventions à l'extérieur de l'entreprise. Donc, effectivement, en fonction de votre activité, vos salariés peuvent être amenés à intervenir en dehors de votre structure. Donc, dans ce cas-là, il faut bien sûr les informer sur la conduite à tenir lorsqu'ils se déplacent ou lorsqu'ils travaillent à plusieurs. Donc, il faut bien respecter les protocoles sanitaires mis en place par l'entreprise sous-traitante et par l'entreprise utilisatrice. Autrement dit, le protocole que vous avez mis en place, vous, en interne pour vos salariés, mais aussi bien faire attention au protocole dans l'entreprise dans laquelle ils vont se déplacer. On fait bien attention aux gestes barrières. Les équipements doivent être adaptés à la mission et le déplacement en véhicule doit s'effectuer au maximum seul. Et si ce n'est pas possible, le port du masque est bien sûr obligatoire en cas de covoiturage. Des consignes doivent être rédigées et communiquées pour désinfecter les véhicules si effectivement il y a du covoiturage. Pour les distanciations physiques pour la coactivité, l'employeur doit se rapprocher des entreprises intervenantes sur le même site que ses salariés. Alors pourquoi? C'est un peu comme les plans de prévention. Il faut qu'ensemble, ils déterminent les règles d'intervention pour planifier les travaux afin que chaque salarié puisse travailler dans de bonnes conditions et en sécurité. Donc, tout ce qui est plan de prévention, ils doivent être mis à jour, en particulier sur le risque biologique et chimique, puisqu'il y a le risque biologique lié à la transmission du virus, mais aussi lié au risque chimique, puisque vous avez des protocoles de nettoyage et de désinfection qui sont renforcés, donc potentiellement avec des gens qui, de base, ne manipulaient pas de produits chimiques et qui maintenant le font. Donc, attention un petit peu aussi à ça. Alors, on revient sur le port du masque. Alors, les questions qu'on a souvent, c'est est-il obligatoire? Oui, il est obligatoire depuis le 1er septembre 2020. Comme on le disait tout à l'heure, le masque est un complément des gestes barrières. Il ne peut s'y substituer, même en croisant une personne dans les couloirs ou en étant dans des bureaux, en travaillant en binôme ou en production. Qui le fournit? C'est l'entreprise qui a une obligation de fournir le masque à ses salariés. N'importe quel type de masque, FFP2, masques chirurgicaux et masque tissu dit masque barrière. Alors, on voudrait faire un point un petit peu, quel masque, comment on utilise le masque, quel masque, quelle différence y a-t-il entre le masque normé? Beaucoup de questions sur ce sujet. Le masque chirurgical, lui, il est jetable. Il offre une protection et présente, comme c'est inscrit, une facilité d'utilisation. Il est géré par l'employeur. Un point important, lorsqu'il est humide, on le change. Au bout de 4 heures, on le change. On le remplace par un autre masque. Je reviens sur le masque en tissu lavable, ce qu'on appelle les tissus grand public. Aujourd'hui, les derniers protocoles sont très explicites d'utiliser des masques type AFNOR SPEC 76, comme c'est indiqué, la 66001. Juste un point important, pourquoi le gouvernement a décidé d'utiliser ce type de masque. Simplement, c'est que la Direction générale de l'armement a évalué avec les grands fournisseurs de tissus des types de masques. Donc, ils ont créé une évaluation des risques que vous pouvez retrouver sur Internet. Et en fonction du tissu, ils ont évalué la filtration, et ce qui a permis de donner la normalisation et la méthode de fabrication du masque AFNOR SPEC 76001. Ce qu'on utilise beaucoup lorsqu'on se déplace ou en mission en entreprise. Un point important, c'est que le masque tissu, il possède, enfin tout équipement de protection individuelle possède une notice d'utilisation, de prendre bien en compte cette notice d'utilisation. Comment je prends soin de cet équipement de protection individuelle? Le nombre de lavages, vous verrez qu'il est spécifié dans la notice d'utilisation avec les températures et les fréquences de nettoyage. Concernant le fait de porter le masque, comment je le porte? On voit beaucoup de choses aujourd'hui. Je porte le masque sous le menton, accroché à l'oreille.
Un point important, le masque doit couvrir le menton, la bouche et le nez. Je reviens sur un contexte très très important. Dans le cadre du confinement, des statistiques sont sorties sur le défaut du port du masque, c'est-à-dire comment je positionne mon masque. Il y a énormément, je reviens sur des statistiques, si mes souvenirs sont exacts, c'est 38% des services de soins ont été impactés par la SARS-CoV-2 à cause d'un masque qui a été mal appliqué sur le visage. D'où l'importance, comme dit ma collègue, de bien sensibiliser et de former au port de l'équipement de protection individuelle. Ça, c'est une annexe du Code du travail que vous pouvez retrouver sur le site internet. Le masque en tissu, lui, doit être lavé chaque jour à 60 degrés pendant minimum 30 minutes. Et comme il est préconisé, renouvelé en fonction du nombre de lavages indiqué soit par l'ONUTIS, soit par la NSM du 13 mai 2020. Comme je le disais tout à l'heure, le masque chirurgical ou le masque en tissu doit être changé toutes les 4 heures lorsqu'ils sont souillés ou humides. Je reviens sur le masque FFP2 qu'on ne parle pas. Quoi qu'il en soit, c'est au contact avec les médecins, au contact du patient. On n'en parle pas, mais on ouvre juste une parenthèse. Le masque doit être, une fois qu'il est utilisé, doit être jeté après usage. Donc, quand le porter, comme on disait tout à l'heure, partout dans l'entreprise, c'est devenu une obligation. Dès que vous avez une signalétique port du masque, la couleur bleue, c'est l'obligation de porter le masque dans les installations, quelles qu'elles soient. Dans les véhicules, s'il y a un covoiturage, nombre de personnes, et dans les parkings de l'entreprise. À une petite exception, dans les bureaux individuels, on peut retirer le masque. La visière, certes, depuis le début, on en parle, depuis le mois de mars, elle ne remplace pas le masque. En aucun cas, la visière va vous permettre de vous protéger. Elle peut être un élément complémentaire en fonction de la protection que l'employeur a mise en place. L'usage des gants, on va éviter de porter les gants car ils donnent un faux sentiment de protection, certes. Les gants deviennent eux-mêmes, comme il est indiqué, des vecteurs de transmission. Le gant est souillé, gant au visage, on vient élément porteur, élément vecteur de transmission. La prévention, toujours dans la prévention du risque, la prise de température. Beaucoup de questions aussi doit être réalisée. Eh bien, ce n'est pas conseillé car c'est peu fiable. Toutefois, l'employeur est souhaitable de recommander à chaque salarié une vigilance particulière à sa propre température. Un point important, et ça on essaye d'y répondre, c'est que l'employeur ne peut l'imposer aux salariés. Aération et ventilation des locaux, énormément de questions, surtout en période estivale, et maintenant on va arriver en période hivernale. Est-ce que je ventile, j'aère, je clim? Juste un point de ce que l'employeur, dans son évaluation, doit intégrer et comment s'organiser. Le protocole, lui, il est clair. La première ligne, c'est qu'on va aérer régulièrement, toutes les 3 heures, les pièces fermées pendant au minimum 15 minutes. Pourquoi? Pour diluer la pollution dans l'air de travail face au SARS-CoV-2. Un point important aussi, on va s'assurer d'un apport d'air neuf adéquat par le système de ventilation, de s'assurer que tous les systèmes de ventilation, les ventilations mécaniques contrôlées, soient vérifiés, contrôlés périodiquement. On a beaucoup de systèmes qui aujourd'hui sont en état de mauvais fonctionnement. On peut prendre aussi en compte par la ventilation générale les structures ou soit par l'ouverture des fenêtres. On va s'assurer d'un point important du bon fonctionnement des systèmes de traitement d'air. L'entrée d'air neuf dans vos installations, être sûr qu'elle fonctionne à 100%. Les contrôles réglementaires périodiques doivent être réalisés au minimum tous les 6 mois ou 1 fois par an. En climatisation individuelle, on voudrait juste faire un point important. Sans renouvellement d'air, ce système peut transporter des aérosols d'une zone à l'autre. Un point sur les CTA, les centrales de traitement d'air, les climatisations que vous avez dans vos installations, si elles sont existantes, si la régulation de l'air est à la bonne température avec une humidité relative bien régulée, et si le système est équipé d'un système double flux, c'est-à-dire je fais
apporter de l'air neuf, le risque de diffusion est considéré comme faible. Je reviens sur un point important. À quelle température je chauffe? Est-ce que je régule ma température? On va utiliser ce qu'on appelle les splits, les systèmes de climatisation sous plafond, les ventelles le plus haut possible sur le faux plafond, et on va réduire le système de ventilation au plus bas qu'il est techniquement possible, à une température de 23 degrés pour maintenir un débit d'air minimum recommandé par le constructeur. C'est indiqué dans les génies des climatisations, le système à air recyclé, attention de vigilance. Les systèmes qu'on vient apporter en période estivale, les éléments complémentaires, ce qu'on appelle les compléments techniques, sur ces systèmes-là, il existe un risque si toutefois les filtres présentent des fuites et ne sont pas suffisamment performants pour éliminer le virus. Il faut être garant du système de filtration et on préconise souvent sur ces systèmes des filtres à haute efficacité. Soyez vigilants de ce côté-là. En période estivale, eh bien, l'usage des ventilateurs est à proscrire. Il y a un phénomène de brassage d'air, c'est-à-dire que vous allez enrichir votre aire de travail en fonction des polluants et de l'évolution du SARS-CoV-2 dans l'air de travail. Pour la prévention du risque, notamment sur les personnes vulnérables. Donc, il y a eu plusieurs modifications des réglementations depuis mars. Donc, la dernière mise à jour date du 10 novembre 2020. Quelles sont-elles? Donc, maintenant, elles sont au nombre de 12. Donc, il y a 12 critères liés à l'état de santé. Être âgé de plus de 65 ans, avoir des antécédents cardiovasculaires, avoir un diabète non équilibré, présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale, présenter une insuffisance rénale chronique dialysée, être atteint de cancer évolutif sous traitement, présenter une obésité, être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, être atteint de cirrhose au stade B et du score, etc. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie, être au 3e trimestre de grossesse, être atteinte d'une maladie du motoneurone, etc. Donc, le critère qui a beaucoup changé là depuis le mois de mars, c'est le 12e qui est apparu récemment, donc début novembre. Donc, c'est à celui-là où il faudrait être vigilant. Attention aussi, il y a eu depuis novembre une précision liée à la loi du 25 avril 2020 qui soulignait l'impossibilité de continuer à travailler. Donc, dans l'article 20, il y a une petite précision qui est apportée là au mois de novembre. Le salarié qui demande son placement en activité partielle ne doit pouvoir ni télétravailler, ni bénéficier de certaines mesures de protection renforcées telles que citées, donc isolement du poste de travail, soit bureau individuel ou aménagement, adaptation des horaires, le respect strict des mesures barrières renforcées, l'absence ou la limitation du partage du poste de travail, le nettoyage et la désinfection régulière du poste de travail et des surfaces, adaptation des horaires compte tenu des moyens de transport utilisés, notamment les transports en commun, la mise à disposition par l'employeur de masques type chirurgical en nombre suffisant pour également couvrir les trajets domicile-travail lorsque la personne a recours aux moyens de transport collectif. Donc, bien attention à mettre à disposition un nombre de masques suffisant. Mon collègue vous a dit que c'était qu'il y avait un nombre par jour, puisqu'ils doivent être portés maximum 4 heures ou changés régulièrement. Donc, attention, en cas de personnes vulnérables, à fournir suffisamment de masques pour couvrir toute son amplitude de journée. Pour ces personnes-là, en cas de désaccord sur les mesures de protection renforcées entre l'employeur et le salarié peut saisir le médecin du travail et c'est ce dernier qui va se prononcer alors par lui-même s'il vient constater en entreprise ou en faisant appel à son équipe pluridisciplinaire de santé au travail pour vérifier sur site si les mesures de protection sont bien mises en place. En attendant de statuer sur ce désaccord, le salarié est placé en position d'activité partielle.
Au niveau des recommandations sur les personnes vulnérables, alors bien sûr, c'est le télétravail à 100% si le poste est éligible. Si ce n'est pas le cas, donc c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, aménager le poste de travail si possible, donc avec par exemple un bureau dédié, un bureau individuel, même si ce n'est pas le cas en temps normal, de là lui dédier un bureau individuel, éventuellement de mettre en place des écrans de protection, avoir donc les masques chirurgicaux en nombre suffisant à disposition, bien faire attention à l'hygiène des mains. Et effectivement, si tout ça n'est pas possible, le salarié peut être placé en chômage partiel en dernier recours avec un certificat d'isolement. Alors, depuis le 31 août, le médecin du travail ne peut plus faire d'arrêt de travail au titre de la Covid-19. Alors, on est toujours en attente d'un décret pour réouvrir à nouveau cette possibilité, mais pour l'instant, à date, aujourd'hui, à ce jour, ce n'est pas le cas. Les médecins de ville, médecins traitants et médecins du travail peuvent établir un certificat d'isolement pour les personnes vulnérables. Donc ça, c'est lié au décret du 10 novembre. En sortie du certificat d'isolement, on nous pose souvent la question. Alors, les visites de reprise, elles ne sont pas obligatoires puisque ce n'est pas un arrêt de travail. Par contre, il y a la possibilité de visite occasionnelle employeur ou salarié afin d'organiser la reprise pour être sûr que effectivement tous les protocoles sont mis en place, les gestes barrières, les règles de distanciation et rassurer éventuellement l'employeur et le salarié sur la reprise. Donc pour ça, vous pouvez aussi faire appel à votre service de santé au travail, donc le médecin du travail pour la visite occasionnelle, mais aussi le service prévention de vos services qui peuvent vous accompagner pour adapter un ou plusieurs postes de travail pour vos salariés vulnérables. Donc n'hésitez pas aussi à faire appel à ces compétences-là pour vous aider si vous avez un doute pour adapter les postes de travail. Alors, on va parler maintenant des conduites à tenir en cas de suspicion de contamination effective à la Covid-19. Alors, les questions qui se posent, faut-il un protocole? Oui, et un protocole de prise en charge d'une personne symptomatique est indispensable. Un point important de ne pas oublier, le service de santé au travail. Le médecin du travail a un rôle important dans l'approche du protocole. Ce protocole, pour avoir rédigé avec le médecin du travail ce type de document, il peut être annexé à votre protocole de continuité d'activité, puisque, je rajoute une parenthèse, c'est aussi un rôle important de l'employeur, suite au déconfinement, d'annexer ce type de protocole, puisqu'il a un rôle important d'avoir un suivi et une prise en charge d'une personne symptomatique. En cas de suspicion de contamination d'un salarié, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, le salarié présentant des symptômes, le rôle du référent Covid, il est là aussi. Hein, le salarié présentant des symptômes ne doit pas se rendre sur son lieu de travail. Ça, c'est déjà la base, de ne pas se rendre sur son lieu de travail. Quoi qu'il en soit, si les symptômes apparaissent sur le lieu de l'exercice de ses fonctions, il faut isoler, ce qui est important, d'isoler le salarié dans une pièce dédiée, préalablement définie, si vous l'avez, ce qu'on appelle, nous, la salle d'isolement, et si possible, cette salle doit être ventilée. Ça, c'est deux choses à prendre en compte dans votre protocole de prise en charge. Alors, une petite procédure que vous pouvez associer, hein, puisque c'est disponible aussi sur travail-emploi.gouv. Que faire en cas de contamination d'un salarié? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est isoler toute personne symptomatique dans une pièce dédiée et ventilée. Dans la mesure du possible, ventilée, mais en général, elle doit être ventilée. On va rester au minimum à 1 mètre d'elle et on va porter les mesures de prévention, le masque chirurgical. Un deuxième point, c'est qu'on va mobiliser le professionnel de santé de l'établissement, soit un SST ou le référent Covid. On va fournir les équipements adéquats de façon à garantir sa protection avant son intervention. Un autre point, en l'absence de gravité, on va contacter le médecin du travail, qui a un rôle important dans ces conduites, et demander à la personne de contacter son médecin. C'est deux choses alors ça peut se faire avec le médecin du travail, en partenariat, etc. Un point important, c'est qu'on va organiser son retour au domicile en évitant les transports en commun.
Et on va lui fournir le PI indispensable, le masque chirurgical. Une autre étape qu'il faudra prendre en compte dans votre protocole, c'est en cas de signe de gravité, de détresse respiratoire, on va appeler le SAMU. On va composer le 15 et on va être suffisamment proche de la personne afin de permettre au médecin, comme c'est indiqué, de lui parler et d'apporter le maximum d'informations nécessaires pour activer les secours. Comme il est indiqué, on va présenter en quelques situations la situation, donner le numéro de téléphone, on va préciser la localisation, suivre les assistants de la régulation. C'est important d'être précis et de transmettre les indications. Un point qui n'est pas indiqué, c'est qu'on va accompagner les secours. On le voit souvent en entreprise, les secours arrivent et ils passent devant l'établissement et hop, on a loupé les secours. Un point, c'est qu'une personne doit accueillir les secours et les accompagner sur le lieu où la personne est en lieu avec le médecin du travail. Un élément important qu'il faudra prendre en compte, quoi qu'il en soit, si l'état de situation de la personne s'aggrave, on rappelle le SAMU et on apporte les nouvelles informations complémentaires vers la régulation. Un autre point, c'est qu'on va prendre contact avec le service de santé et travail qui a un rôle important, ça à ne pas oublier, après la prise en charge par les secours. On reste en liaison avec le médecin du travail et puis on va suivre les consignes pour le nettoyage et la désinfection du poste de travail. En particulier, le suivi de la salariée ou du salarié ayant été en contact avec elle, de bien tracer où la salariée s'est déplacée d'un point A à un point B. Et on va organiser la désinfection et le nettoyage sur les points où elle a été en contact. Comme il est indiqué en dernier chapitre, c'est qu'on va isoler et inviter toute personne ayant été en contact rapproché, sans masque, avec une personne présentant un état Covid. On va l'accompagner à rester en rentrée chez elle, à consulter le médecin sans délai, se faire dépister et s'isoler, c'est important dans l'attente des résultats. Ma collègue vous l'expliquera après. L'important, c'est d'isoler et de prescrire les examens nécessaires à la Covid-19. Alors, on voudrait juste faire un point. Qu'est-ce qu'un cluster et que faire en cas d'apparition de ce dernier? L'apparition du cluster, comme il est indiqué, c'est le diagnostic de plus de 3 contaminations sur 7 jours. Ça nécessite la coopération de tous pour enrayer la progression de l'épidémie. L'importance aussi du référent Covid et de l'ensemble des salariés d'engager une démarche de prévention dans ce sens-là. Donc, une petite procédure que vous retrouvez sur travail.gouv.fr à intégrer aussi dans votre protocole, c'est j'alerte l'Agence régionale de santé, l'ARS, et l'inspection du travail. Je vais consulter mon service de santé au travail, le médecin, et être accompagné dans l'évaluation et la mise en œuvre des mesures de prévention renforcées. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va s'engager à renforcer la prévention en informant, en formant et on va mettre en place des équipements de protection des infections et la réorganisation du travail. Le médecin des services de santé au travail peut engager un dialogue avec les salariés. C'est important dans le cadre du suivi individuel. Prescrire des examens complémentaires, ça c'est le rôle du médecin du travail. D'engager le nettoyage et la désinfection des locaux selon les préconisations des autorités sanitaires et du service de santé au travail. Comment j'engage, à quel moment j'engage. Un point important, vous pouvez consulter au besoin l'annexe 2 du protocole national et vous avez l'INRS, un fascicule sur l'INRS qui est indiqué dans le protocole sanitaire que vous pouvez retrouver, se baser sur une note documentaire sur comment nettoyer et désinfecter les locaux. Et on préconise souvent de réassocier cette note documentaire à vos plans de prévention. Informer le CSE, ce qui est logique, du cluster, dans le respect de l'anonymat, c'est quelque chose de très très important, et des mesures envisagées en urgence, comment on va créer cette situation et comment on va mettre en œuvre très rapidement les mesures préventives de façon à garantir la santé et la sécurité des salariés. Un point important aussi, on va mettre à jour le document unique. C'est la base de tout. Une fois que toutes ces étapes sont complétées, on va mettre à jour dans la continuité
le document unique d'évaluation des risques en y intégrant toutes les mesures nécessaires pour éviter ou limiter le maximum de contamination. Et je reviens sur le point sur informer l'ensemble de vos salariés. C'est important de rappeler les règles de prévention applicables dans ces types de clusters. Et puis, on rappelle une dernière fois le rôle du référent Covid, de renforcer, de rappeler les règles applicables des gestes barrières selon la situation et la nature du poste occupé. Toutes ces informations sont disponibles sur travailemploi.gouv.fr. Alors, les conduites à tenir et ce que l'employeur ne peut pas faire. Un employeur ne peut pas imposer la prise de température. Ça, c'est très, très important. C'est lié à la santé du salarié. Par contre, il peut imposer au salarié d'informer le résultat du test. C'est important. Dans ce qu'on appelle le tracing, établir un fichier des personnes contaminées et diffuser leur nom, ça, c'est pas possible. Il va exiger un certificat médical de reprise, il va obliger un salarié à travailler avec un test positif, ça c'est pas possible. Ça c'est sous le secret donc médical, et en aucun cas l'employeur ne peut apporter un regard sur ces 5 chapitres. Alors, sur les conduites à tenir pour les salariés symptomatiques, donc bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en cas de symptômes graves, bien sûr, il faut contacter le SAMU via le 15. Si les symptômes ne sont pas graves, on a recours au médecin traitant qui jugera la nécessité ou non de faire pratiquer un test PCR dès que possible pour confirmer le diagnostic. Le retour au travail est possible après plus de 48 heures sans symptômes. Donc, si on reprend la petite frise du gouvernement, immédiatement, c'est qu'il faut faire, c'est s'isoler, consulter son médecin et faire un test. Une fois que vous avez les résultats du test, soit votre test est négatif et vous arrêtez votre isolement, soit votre test est positif et dans ces cas-là, vous vous isolez 7 jours à partir de la date du début des symptômes. Si vous avez de la fièvre, vous pourrez continuer l'isolement pendant 48 heures jusqu'à la fin de la fièvre et vous consultez bien sûr votre médecin. Si vous n'avez pas de fièvre, vous pouvez arrêter votre isolement. Par contre, pendant une semaine, vous êtes très, très vigilant, vous évitez le contact avec les personnes vulnérables et bien sûr, vous portez un masque tout le temps. Pour le cas des salariés asymptomatiques, mais qui maintenant ont un résultat de test PCR positif, c'est pareil, vous avez recours au médecin traitant, vous faites un isolement de 7 jours. Bien sûr, le télétravail est possible durant cette période s'il y a un accord entre l'employeur et le salarié. Donc, la petite frise, qu'est-ce que je dois faire quand je suis testé positif mais que je n'ai pas de symptômes? Donc, c'est bien sûr rester isolé 7 jours. Si les symptômes apparaissent durant les 7 jours, ce qui peut être le cas, il faut s'isoler 7 jours à partir du début des symptômes et jusqu'à 48 heures après la fin de la fièvre. Donc, bien sûr, si les symptômes apparaissent, vous consultez à nouveau votre médecin. Si vous n'avez pas du tout de symptômes, vous arrêtez votre isolement après la période des 7 jours et pendant une semaine, comme précédemment, vous évitez le contact avec les personnes vulnérables et vous portez un masque. En tant qu'employeur, alors que faire quand un salarié présente un test PCR positif? Vous avez recours au médecin du travail et éventuellement à la cellule contact tracing de la CPAM qui contacte du coup les cas contacts. Vous maintenez le salarié en isolement à son domicile. Vous notez la date du début des symptômes puisque vous voyez bien que l'isolement, c'est toujours en fonction de la date du début des symptômes quand il y en a. Vous identifiez les cas contacts. Donc, les cas contacts, c'est toutes les personnes avec qui il y a eu contact dans les 48 heures précédant l'apparition des symptômes. Alors, c'est les personnes qui ont été en contact sans masque ou sans respect de la distanciation physique. Alors, souvent, ça va être les lieux de prise de repas ou s'il y a du covoiturage sans port du masque. Ça arrive encore, malheureusement. Donc, soyez vigilants à l'identification de ces cas-là. Vous condamnez le local fréquenté par le salarié pendant moins de 3 heures avec aération si possible. Donc, si c'est un bureau individuel, vous fermez la porte et il n'est pas utilisé, il est aéré. Et vous procédez à la décontamination de ce local selon le protocole établi. Pour revenir sur la définition d'un cas contact, donc il y a eu une légère modification récente, mais pour vous donner l'idée, c'est un cas qui
vous avez été en contact sans masque, donc on parle d'un retrait du masque pendant environ 15 minutes, donc c'est un ordre d'idée à moins d'1 mètre, avec un cas positif dans les 48 heures précédant l'apparition des symptômes. Donc le port du masque permet de diminuer le risque, puisque du coup, on parle bien de... Alors, ce n'est pas très, très clair, mais on parle quand même, on peut se dire que c'est sans port du masque. Donc, si le port du masque est bien fait dans votre entreprise et généralisé, ça permet de diminuer les cas contacts. Les cas contacts doivent être mis 7 jours en isolement et effectuer un test PCR au 7e jour. Comme précédemment, s'il n'y a pas de symptômes, le télétravail est envisageable pendant cette période sur accord entre l'employeur et le salarié. Et en cas de cas contact, en attente du résultat du test du cas symptomatique, ce cas-là est en isolement et peut télétravailler si le poste est éligible au télétravail. Donc attention, on parle de cas contact uniquement si le test PCR ou antigénique du cas suspect est positif. Donc je sais que ça fait beaucoup de cas contact, du cas contact, etc. Donc faites bien attention. On parle vraiment de cas contact que quand la personne qui est suspectée est positive à un test. Si son test n'est pas encore, il n'y a pas encore le résultat du test, on ne parle pas encore de cas contact. Attention aussi aux cas particuliers des établissements médico-sociaux, ou si vous avez un test qui est parfois positif, on vous demande de travailler si vous n'avez pas de symptômes. L'arrêt de travail peut être refusé effectivement pour maintenir une continuité d'activité. Alors, pour reprendre, pour essayer de simplifier un petit peu, alors que faire quand on est cas contact? Immédiatement, donc on s'isole 7 jours depuis le contact avec la personne positive. On prend un rendez-vous pour passer un test au 7e jour. Pendant son isolement, alors, soit vous n'avez pas de symptômes et vous maintenez votre isolement, vous passez votre test, soit vous avez des symptômes. Là, vous consultez votre médecin et vous prolongez l'isolement jusqu'au résultat du test. Si les résultats du test sont négatifs, tant mieux, vous arrêtez votre isolement. Si le résultat du test est positif, vous vous isolez 7 jours à partir de la date du prélèvement. Si pendant les 7 jours d'isolement, vous avez de la fièvre, donc vous poursuivez bien l'isolement pendant 48 heures jusqu'à la fin de la fièvre, c'est très important, et vous consultez votre médecin. Si vous n'avez pas de fièvre, vous arrêtez votre isolement et toujours pareil, pendant 1 semaine, vous évitez le contact avec les personnes vulnérables et vous portez un masque tout le temps. Alors, souvent, une question qui revient, c'est est-ce que le médecin du travail peut participer au tracing contact de la CPAM? Alors, non, le médecin du travail ne participe pas directement à ce tracing contact. Alors, tout simplement parce qu'à ce jour, ils n'ont pas d'accès à la plateforme. Par contre, le médecin du travail peut aider l'employeur à établir une liste des cas contacts potentiels qui sera remis à disposition de la CPAM ou de l'ARS en cas de cluster. Le médecin du travail contribue aussi à conseiller l'employeur sur la conduite à tenir et sur les informations à fournir aux salariés lorsque ça arrive. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui si vous avez besoin pour établir des protocoles et fournir les bonnes informations aux salariés. Alors, comment organiser une action de dépistage? Un point important à prendre en compte, c'est que ça sera sur la base du volontariat, mais l'action de dépistage sera réalisée dans le respect du secret médical. C'est vraiment très, très, très important de prendre ça en compte. Proposition de l'employeur, comme c'est indiqué sur la base du volontariat, dans le respect des conditions réglementaires applicables. Comme c'est indiqué, c'est l'employeur qui finance intégralement cette action. Et concernant les tests rapides dits antigéniques, donc vous pourrez avoir accès à la liste et les conditions sont rendues disponibles par le ministère de la Santé. Comme c'est indiqué, vous cochez test antigénique dans type de test. Un point important, plusieurs catégories de personnel sont habilités à faire ces tests. C'est les médecins, les infirmiers, etc., dans le cadre des services de santé au travail. Surtout de soins, je pense. Les liens utiles qu'on mettra à disposition. Protocole national pour assurer la santé des salariés en entreprise face à l'épidémie. Regardez bien l'évolution, ça risque de bouger encore dans les prochains jours.
et vous pouvez les utiliser pour votre évaluation et mettre en place les mesures préventives dans votre entreprise. Des cas contacts selon la définition du HCSP, documents Amélie, personnes vulnérables et décrets. Une vigilance aussi sur cette partie-là, ça risque encore peut-être de bouger. Ministère du Travail, Santé au Travail, Fédération Île-de-France, les webinaires, les forums questions, les vidéos courtes. Tous ces documents sont à votre disposition. Je pense que Bruno Perrieux vous informera sur cette partie bibliographique. Alors, merci Bruno, merci Céline, merci Mélodie, pardon, et à toutes les personnes donc, qui ont répondu donc, aux questions en ligne. Alors, pour terminer, parce que je pense que nous n'avons pas trop de temps, effectivement, je vous rappelle que vos services de santé... Ah, donc on me fait signe ici. Donc, je vais poser une question, pardon, à Bruno Mencier. Alors, on nous a demandé rapidement, donc, au niveau des masques en tissu, est-ce salarié de laver les masques en tissu ou à l'employeur si ce sont des EPI? Alors, pour répondre à la question, on a souvent des questions. La réponse est simple. Si l'employeur fournit, c'est un équipement de protection individuelle, l'employeur fournit les EPI adaptés, il réalise l'entretien. Alors, pour une parenthèse, comment je lave les masques? Il est important de ce qu'on appelle tracer le lavage. C'est pas le tout de donner la protection individuelle et de se retrouver avec d'autres protections individuelles, même lavées. C'est un usage individuel. Donc, certaines entreprises proposent de pucer les masques et de les intégrer dans le système de lavage de l'entreprise. Après, il y a des entreprises où c'est toute une organisation, ils demandent aux salariés de laver leur masque tissu. Mais si c'est un équipement de protection individuelle, donc l'employeur a une obligation de résultat de s'assurer d'avoir des équipements en pleine uniforme, c'est clair. D'accord. Donc, on nous demande aussi, j'avais eu une question sur les femmes de chambre qui portent des gants lorsqu'elles enlèvent les draps quand elles font les chambres. Est-ce qu'elles doivent changer ces gants? Enfin, quelle est la conduite à tenir? Est-ce que Mélodie ou... Alors, pour les gants, si c'était dans le protocole, si c'était par exemple un équipement qui était déjà mis à disposition bien avant l'épidémie de Covid, on peut les laisser. Je crois que le docteur Peubret avait répondu, mais l'idée, c'est que les gants donnent un faux sentiment de protection. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup justement de la contamination manuportée et le fait d'avoir des gants, les gens se disent protégés, alors qu'en fait, la contamination est sur le gant et on va quand même toucher les objets, mettre ses mains au visage. Donc, voilà, ça ne limite pas la propagation, en tout cas, du virus et les risques de contamination. Donc, faites bien attention aux gants. Si c'était dans vos protocoles d'avant, pourquoi pas les garder, mais en tout cas, ne pas le faire forcément dans le cas de l'épidémie de la Covid-19. Et effectivement, ce qui est important, c'est avoir le lavage des mains régulier et le nettoyage et la désinfection des locaux et des mains, en fait. Merci Mélodie. Comment peut-on gérer les cas de suspicion ou positif si nous n'avons pas le droit de connaître les personnes? On nous demande. Et comment prévenir les salariés qui auraient pu être en contact si on ne connaît pas la personne? Est-ce que vous voyez cette question Alors, il y a plusieurs questions en une. Oui. Par rapport, alors la personne quand elle est
positive, voilà, elle aide éventuellement l'employeur à remonter un petit peu les cas contacts, savoir avec qui elle a été en contact sans port du masque, etc. Bien sûr, il y a le secret médical, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner le nom de la personne, mais tout ça, il faut bien contacter votre médecin du travail, en fait. Quand ça vous arrive en entreprise, n'hésitez pas à revenir vers le médecin du travail qui vous aiguillera sur ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, en fait. Voilà. Oui, voilà, il faut passer Et il y a par un le médecin du interlocuteur travail. privilégié, voilà, qui, lui, est dans le Voilà. respect du secret Si la médical. personne ne veut pas révéler son Exactement. état, effectivement. Voilà. Et donc ensuite, c'est la médecine du travail qui préviendra parce que comment prévenir en fait après les salariés qui étaient contact, c'est par le biais de la médecine du travail. Hein. D'accord. On nous pose une autre question. Quand les cas positifs reviennent en entreprise au bout de 7 jours, est-ce qu'on est certain qu'ils ne sont plus contagieux? Alors oui, oui et non. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on estime qu'effectivement, au bout de 7 jours, le degré de contamination est quasiment infime. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait le test au bout de 7 jours. Donc si la personne a bien fait son isolement, n'a plus du tout de fièvre depuis 48 heures, la personne peut revenir travailler. Le principe de précaution prévaut. C'est pour ça qu'on leur demande d'être vigilantes, de ne pas être en contact avec des personnes vulnérables les 7 jours suivants et de porter un masque en toutes circonstances pour, si jamais il y a un risque résiduel, qu'il soit bien pris en compte les 7 jours suivants. Merci Mélodie. Est-ce qu'on peut avoir, on nous pose la question, une estimation du temps de présence du virus dans l'air et au niveau des surfaces? On a des documents qui précisent, Bruno? Oui, il y a des documents, à moins que Mélodie va le répondre. Non, Oui, non. il existe des documents, oui, sur certaines surfaces, des documents qu'on peut retrouver déjà sur le site de l'INRS, mais d'autres documents qui sont sortis. Oui, au début, on était parti sur 4 jours sur certaines surfaces plastiques, et le temps est réduit en termes de vivacité entre guillemets du virus. Hein. Il a complètement, ils se sont positionnés sur. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de guides, il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de repositionnement de ce côté-là, oui, qu'on peut retrouver sur des sites vraiment certifiés sur la vivacité du virus, le temps de contact, etc. Oui, bien sûr. Notamment, des essais ont été faits sur le cuivre, sur le plastique, le cuivre, si je me souviens, et je crois sur le bois. Oui, oui, bien sûr. Donc, faites bien attention à la date des documents que vous consultez, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dessus. Nous, on se base, bien sûr, sur les dernières évolutions à compter de septembre. Tout à fait. J'ai vu passer une question qui disait quand une personne qui, donc ça rejoint un petit peu, enfin, dans la suite de ce qu'on a vu tout à l'heure, qui a été positive et qui revient en entreprise, est-ce qu'elle doit montrer finalement son test ou pas? Non, pas du tout. Voilà. Non, on est encore dans le secret médical. On est toujours dans le secret médical. On n'exige pas d'avoir un test négatif au retour au travail. On a eu aussi beaucoup cette question-là. Est-ce que j'impose aux salariés de refaire un test? Sachez qu'un test peut être positif très longtemps, c'est-à-dire qu'il peut rester des résidus, ce qui fait que les tests sont quand même très sensibles. Donc, quelqu'un qui serait plus contagieux pourrait encore avoir un test positif. C'est pour ça qu'on ne fait pas de deuxième test après, parce qu'il peut rester des résidus très infimes dans le test, qui fait que le test serait positif alors que la personne n'est plus contagieuse. Donc, non, on fait le retour au travail comme préconisé, donc après les 7 jours d'isolement ou les 48 heures après la fièvre. On reste sur ces règles-là. Alors, on nous pose une question. En cas de test positif d'un salarié qui travaillait sur un site, d'un client, qui doit s'occuper de la désinfection des locaux? En fait, le client, lui, n'a plus accès au local attribué. Est-ce que alors ça, je pense que ça doit être, si je comprends bien la question, ça va être dans les protocoles, les plans de prévention, des protocoles entre entreprises utilisatrices et sous-traitantes.
Donc ça, c'est des choses à préciser quand vous avez des partenariats. Soit c'est sous couvert d'un plan de prévention, soit ça ne l'est pas parce que ce n'est pas dans la liste ou les horaires, le volume d'heures n'est pas atteint dans l'année. Mais en tout cas, il faut bien encadrer ça, quitte à faire une note de service commune. Voilà, un document qui précise bien les rôles et responsabilités de chacun sur le qui fait quoi, sur la désinfection, qui fournit les masques, etc. Donc ça, c'est entre les deux entreprises, il faut qu'il y ait un échange et que les consignes soient claires pour les salariés. D'accord. Je ne sais pas si Bruno veut rajouter quelque chose, mais… Non, mais c'est exact. Et c'est important c'est vraiment les choses où on a tendance un peu à les oublier. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse, c'est que de se réunir autour de la table, alors soit en visio, mais d'être très vigilant dans le contexte actuel, mais c'est de bien établir et de mettre à jour les plans de prévention et les moyens de prévention que vous allez mettre en œuvre ou que l'entreprise utilisatrice ou sous-traitante va mettre en œuvre. De bien renforcer la prévention dans le cadre du SARS-CoV-2. C'est clair. C'est clair. Et là, c'est une obligation. C'est une obligation de bien mettre à jour tous ces documents. Sous la responsabilité de l'employeur. Accompagné du référent Covid. Je rajoute. Très bien. Alors, donc, je vois un petit peu s'il y a d'autres questions. Un peu des questions qui reviennent toujours un petit peu autour des mêmes thèmes. Que faire si une personne symptomatique avec fièvre revient travailler sans le déclarer? C'est difficile. Alors là, c'est un peu le cas particulier. Oui. On espère que ça n'arrive pas. Maintenant, ça rejoint finalement le protocole qui doit être établi dans votre entreprise si quelqu'un déclenche des symptômes dans la journée, par exemple. Quelqu'un qui viendrait travailler sans symptômes et qui, au bout de 2 heures, ne se sent pas bien. C'est le rôle du référent, justement, Covid, de gérer cette partie-là. Vous devez avoir établi en interne un protocole pour isoler la personne, etc. Donc, je dirais que cette personne, il faut la remettre dans ce cycle-là, c'est-à-dire l'inviter à s'isoler, à reconsulter son médecin traitant si les symptômes sont là et lui recommuniquer qu'effectivement, une personne ne doit pas revenir travailler si elle a de la fièvre. Alors, on va parler d'une question, parce que là, on a beaucoup de questions dans la fin de notre webinaire, donc on ne pourra pas répondre à toutes, ça c'est certain, parce que là, ça commence un peu à… Est-ce qu'il y avait apparemment une question qui serait sur la ventilation, mais Bruno, vous en avez déjà pas mal parlé. Oui. Je me permets d'intervenir. Oui, parce qu'on ne voit plus les questions. Préciser sur la ventilation, Oui. on a effectivement eu plusieurs questions sur la ventilation, sur la régularité pour changer les filtres, Oui. sur le fait, même s'il y a une ventilation dans les bonnes conditions, est-ce qu'il faut quand même ouvrir les fenêtres ou pas? Et dernier petit niveau de question, quand on a une ventilation, mais pas de possibilité d'ouvrir les fenêtres, quels seraient vos conseils? Alors, je reviens sur la périodicité des systèmes de filtration. La bibliographie telle qu'elle est sortie aujourd'hui, on ne change rien. On maintient la maintenance préventive. C'est le changement des filtres, etc. Ça, c'est vraiment primordial de s'assurer qu'on a un bon système de filtration tenu en bonne et due forme de fonctionnement. Ça, c'est vraiment la règle. La deuxième question, c'était, Céline, je vous en prie, c'était, je suis dans un local qui n'est pas équipé de ventilation, comment je ventile, etc. Alors, le Code du travail, il rappelle, les choses sont claires. Le Code du travail, il rappelle, et ça c'est inscrit même dans le marbre, c'est l'obligation dans un espace de travail de ventiler en fonction du nombre d'occupants et de la surface à régénérer. Si vous n'avez pas de ventilation, c'est une non-conformité réglementaire. Ça. Donc, je reviens aussi,
dans l'objectif de diluer le polluant dans l'air de travail. C'est important. Hormis le SARS-CoV-2, c'est si vous avez une ventilation, une aération, on va parler par l'ouverture des fenêtres, ça fonctionne. Mais je parle des bureaux, ce qu'on appelle des bureaux clos, sans fenêtre, ça arrive en entreprise, sans ventilation. Là, c'est de l'obligation de mettre une ventilation. Sur les systèmes de filtration, c'est vraiment important. Je régénère mon air. Pourquoi on ouvre les fenêtres? C'est pour régénérer, mettre en place une entrée d'air neuf et sortir l'air pollué. Faisons simple. Sur les ventilations en mécanique contrôlée, on a beaucoup de systèmes qui sont installés qui ne fonctionnent pas. À l'employeur d'être garant d'avoir un système en pleine et due forme et en état de fonctionnement. Les contrôles sont réalisés sur les VMC, ventilation à raison d'une fois par an, enregistrée dans un cahier de consigne ou dans un registre. C'est suivi soit par une entreprise extérieure, soit par les salariés désignés compétents de l'entreprise pour effectuer cette régulation et cette remise à niveau. Il y avait d'autres questions sur cette partie-là? Là, sur les ventilations, sur les ventilations, non, il ne me semble pas. On a une question à laquelle je vais me permettre de répondre sur les campagnes de dépistage. Donc, j'entends campagne de dépistage avec des tests antigéniques. Est-ce qu'elles sont possibles avec un protocole avec la médecine du travail dans l'attente du décret ou de l'ordonnance? Alors très concrètement, nous-mêmes, services de santé au travail, nous pouvons être en attente d'un protocole que l'État doit nous fournir, que le gouvernement doit nous fournir. Nous sommes déjà effectivement repérés et cités comme étant des partenaires possibles pour ce type de campagne. Le premier échange que vous pouvez avoir dès à présent avec votre service de santé au travail, c'est sur les conditions de ces campagnes de dépistage qui sont tout de même limitées à certains cas. En particulier en cas de cluster ou de circulation active du virus. Ces campagnes de dépistage sont aussi, je le rappelle, soumises à l'accord, au volontariat des salariés, parce que le test est un acte médical, donc on ne peut l'imposer à un salarié. Donc avec toutes ces conditions-là, échanger avec votre médecin du travail sur l'opportunité, la réelle opportunité déjà de mener ce type de campagne. Il pourra vous accompagner, vous conseiller au mieux et ensuite voir dans quelles conditions il est possible que votre médecine du travail, votre service de santé au travail vous accompagne. Avec toutes ces conditions, vous pouvez par exemple vous retrouver avec potentiellement 2 salariés concernés. Dans ce cas-là, il est peut-être plus facile de voir avec eux s'ils peuvent aller faire des tests en pharmacie, par exemple, que d'engager une campagne au niveau de l'entreprise avec toutes les conditions préalables. Voilà, j'ai peut-être été un peu longue, mais ce sujet des campagnes de dépistage est d'actualité. Oui, tout à fait, Céline. Merci beaucoup. Donc, je pense que nous allons maintenant clore cette conférence. Merci à tous. Donc, en conclusion, je vous rappelle que vos services de santé au travail sont à votre disposition pour vous conseiller et répondre à vos questions sur ces thématiques de prévention. Vous retrouverez donc dans le support les liens vers les sites de vos services de santé au travail. Je remercie donc nos conférenciers, Mélodie et Bruno, ainsi que Céline Roux, qui nous a répondu en off, et ainsi qu'à toute notre équipe en backup pour les réponses en ligne. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bon appétit. Au revoir. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée.